notre forum franco-ontarien. Donc, encore une fois, excusez-moi, je viens d'entendre quelque chose de mon côté. Bienvenue au forum franco-ontarien 2025, la révolution IA. Moi, je m'appelle Andrea Krasnaï et j'aurai le plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Je suis une associée d'apprentissage numérique ici chez Campus Ontario et je m'occupe du volet apprentissage expérientiel en français. Mais euh, avant de nous lancer un peu plus profondément dans cette conférence, pré-conférence en ligne, j'aimerais commencer par une reconnaissance des territoires. Nous reconnaissons que les bureaux des campus Ontario situés au centre-ville de Toronto sont les territoires traditionnels des nombreuses nations, dont les Premières Nations de Mississauga des Credits, d'Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat, et qu'elle est maintenant le foyer de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, Inuits et Métis. Je vous invite de tirer profit du clavardage pour partager votre propre reconnaissance du territoire aussi. Et donnez-moi juste un instant. Parfait. Et sans plus tarder, je vous présente Sophia Bello, professeure adjointe, volet enseignement, département d'études françaises, technopédagogue, soutien et planification de l'enseignement du français à l'Université de Toronto, qui nous présentera le développement d'un portfolio numérique par l'apprentissage expérientiel. Et ce qui a noté aussi que cet webinaire fait partie aussi de notre série des conférences CAPO, qui est notre programme d'apprentissage expérientiel en français chez Campus Ontario. Donc, sans plus tarder, Sophia, c'est à toi la parole. Merci. Alors, j'espère que tout le monde peut m'entendre. Je vais partager mon écran aussi, vérifier que tout fonctionne. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde peut m'entendre? OK, Oui, parfait. Alors, merci beaucoup, Andrea. Merci, Taylor. Merci, tout le monde. Alors, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter un travail qui se déroule depuis quelques années dans un cours de langue que j'enseigne. Vous aurez l'occasion vraiment de voir beaucoup des exemples des portfolios numériques pour vraiment vous montrer à quel point le travail peut vraiment mener les étudiants à être très créatifs et de leur donner un peu plus d'autonomie, de flexibilité par rapport à ce qu'ils doivent faire dans un cours de langue qui n'est pas un cours typique. Alors, j'en discuterai davantage et puis, bien sûr, je vous invite à poser vos questions à la fin. Alors, pour commencer, quelques objectifs. Alors, j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous serez en mesure d'identifier des stratégies d'enseignement qui mettent en valeur le processus créatif des étudiants et des étudiantes et renforcent leur confiance dans l'apprentissage de langue seconde. Alors, juste pour clarifier aussi, on est en Ontario et la plupart de mes étudiants qui suivent ce cours sont des étudiants qui ont soit l'anglais, soit une autre langue en tant que langue maternelle. Et le français est vraiment la langue pour laquelle ils aimeraient avancer, travailler là-dessus, progresser par rapport à différentes compétences et selon leurs besoins. Deuxièmement, d'observer comment les portfolios numériques peuvent motiver les étudiants et les étudiantes à devenir de meilleurs apprenantes autonomes en langue seconde et démontrer comment les réflexions critiques sur les activités d'apprentissage expérientiel encouragent l'évaluation de ses propres expériences d'apprentissage et ce, dans des contextes réels. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi un portfolio numérique? À chaque année, j'explique aussi la raison pour laquelle je propose ce projet dans mon cours pour que mes étudiants puissent savoir la raison pour laquelle c'est une méthode qui fonctionne assez bien jusqu'à présent. C'est vraiment utile pour collecter et partager des travaux individuels. Alors, par exemple, des notes qu'ils prennent dans les cours, des réflexions écrites. On fait des réflexions à chaque semaine. Ça peut être aussi utilisé pour des vlogs, des blogs, ainsi de suite. Ça nous permet aussi de relier l'enseignement et l'apprentissage à l'évaluation des langues secondes. Et de ce côté, pour moi, c'est vraiment une chance d'avoir une flexibilité dans l'utilisation
d'un site web, alors d'utiliser ces différentes plateformes. Alors, par exemple, je vous montre ici quelques images de sites qu'on pourrait utiliser. La première à gauche ici, c'est le système de gestion de l'apprentissage Canvas qu'on appelle Quarkus à l'Université de Toronto. Et la raison pour laquelle on a commencé avec l'usage de Quarkus pour les portfolios numériques, c'est que ça encourage les étudiants ici à télécharger et partager le contenu sur une plateforme sécurisée. Le contenu peut demeurer privé et confidentiel, mais le lien peut être diffusé aux enseignants, aux enseignantes, aux pairs et même aux organisations potentielles. D'autres options, vous verrez pourquoi on a d'autres options qui ont été proposées, sont par exemple Google Sites, qui est la plus populaire parmi mes étudiants, Notion et Wix, mais ce dernier n'a pas encore été utilisé par quelqu'un dans ce cours. Alors, pour vous donner une idée, un portfolio numérique, plutôt qu'un portfolio imprimé, a été conçu pendant ces dernières années, surtout depuis la pandémie. Et les deux formes sont acceptables, mais je vais démontrer comment un portfolio numérique présente plus d'avantages, non seulement pour l'enseignant, mais aussi pour le parcours d'apprentissage linguistique des étudiants. Alors, la figure est un exemple qui illustre les étapes que les étudiants devraient suivre pour leur portfolio. Et le terme qu'on utilise en anglais, artifacts ou artefacts, désigne ici les activités ou les travaux qu'ils ont complétés, que ce soit individuellement ou en collaboration avec quelqu'un. Alors, je vous présente un peu l'ordre et les étapes par rapport à ce qu'on a fait dans ce cours. Alors, pour la première étape, c'est vraiment l'idée de la collecte des activités et des exercices. Alors, à chaque semaine, on faisait soit des activités dans la salle de classe, soit qu'il y avait des activités optionnelles que les étudiants pouvaient compléter. Ensuite, l'idée, c'était de sélectionner certaines activités qui ont le plus d'impact sur leur apprentissage du français. Et pour chaque étudiant, c'était assez différent. Pour la troisième étape, on les invite à examiner, à évaluer, à réfléchir à ces activités tout au long du trimestre et de les modifier selon les besoins. Alors, c'est là où on a vraiment cette flexibilité. Ils peuvent commencer à ajouter quelque chose au portfolio au début du trimestre, puis ensuite le modifier s'ils trouvent qu'il y a une autre activité qui est vraiment plus importante pour eux, où ils peuvent vraiment avoir cette réflexion critique par rapport à l'activité qui a été conçue ou complétée. Vers la fin du trimestre, ils doivent présenter et partager ce qu'ils ont pu accomplir. Alors, avant de soumettre la dernière version, je les invite à présenter leur portfolio dans la salle de classe, de poser des questions aussi à leurs pairs, afin de vraiment voir ce que les gens ont pu accomplir dans ce cours pendant 12 semaines. Et finalement, vers la cinquième étape ici, ils utilisent des retours donnés par mois et par leur pairs pour planifier la version finale de leur portfolio. Alors, je voulais vraiment vous donner une idée visuelle de ce que ça demande et les étapes à suivre. Et bien sûr, c'est vraiment circulaire, alors ça peut aller d'une étape à une autre, ça peut être modifié. Alors, l'idée vraiment ici, c'est de les mener à préparer quelque chose qu'ils peuvent partager à la fin, soit avec moi, soit avec leur père, soit avec d'autres personnes. Alors, il y a quelques objectifs qui viennent en tête ici, surtout lorsqu'on utilise les portfolios numériques, mais par l'apprentissage expérientiel. Alors, avant tout, c'est l'idée de rassembler une collection de travaux réalisés par des apprenants de la langue française. On aimerait aussi qu'ils puissent fournir des preuves de performance au fil du temps avec une flexibilité de contenu. Alors, pensez tout au long d'un trimestre de 12 semaines. C'est aussi une occasion de démontrer les progrès vers l'atteinte des objectifs d'apprentissage du cours. On a nos objectifs du cours, mais chaque étudiant aussi a ses propres objectifs pour leur parcours d'apprentissage de la langue seconde. On veut surtout stimuler et encourager les stratégies d'apprentissage réflexif
Alors, pour toutes les activités qu'ils complètent, l'idée, c'est vraiment aussi de faire une réflexion par rapport à cette activité. Et on verra encore quelques exemples là-dessus. Élargir la compréhension de la compétence personnelle dans une langue non native. Et finalement, l'idée, c'est qu'une fois qu'ils terminent ce cours, c'est de permettre vraiment un apprentissage autonome. Alors, il y a certaines choses qu'on peut enseigner dans la salle de classe, mais de plus en plus, on a moins de temps consacré à l'opportunité dans la salle de classe. Alors, vraiment de les mener à prendre ce qu'ils apprennent, les outils, les stratégies, les méthodes, et vraiment de pouvoir les appliquer pour eux-mêmes et devenir plus indépendants pour leur parcours langagier. Il y a des avantages, bien sûr, pour les enseignants et pour les apprenants. Alors, du côté des enseignants, ça nous permet d'accéder à un lien partagé pour examiner les progrès hebdomadaires et fournir aussi des retours formatifs continus. De plus, on peut évaluer la compétence, la maîtrise et la performance des apprenants en langue seconde en proposant plusieurs possibilités d'activités, que ce soit pour l'écoute, que ce soit pour l'écrit, que ce soit la production. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir des opportunités d'apprentissage expérientiel pour mettre en pratique les stratégies apprises tout au long du trimestre. Pour les apprenants, ça leur permet d'utiliser des plateformes en ligne pour ajouter et modifier du contenu avec flexibilité, de sélectionner des artefacts, des manuscrits par exemple, des travaux qu'ils ont faits à la main, des discussions qu'ils ont menées ou même l'utilisation de certains outils numériques et de les mettre directement à l'intérieur de leur portfolio et de les lier aux compétences linguistiques requises. Et finalement, examiner leur progrès en apprentissage linguistique à travers une réflexion critique sur les activités d'apprentissage expérientiel. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans un cours de langue? Alors, les portfolios numériques peuvent être utilisés de plusieurs manières. Alors, pour ce cours, l'idée, c'était vraiment de commencer dès le début. Alors, de définir dès la première semaine et introduire ce que signifie un portfolio numérique tel que j'ai fait au tout début aujourd'hui. Deuxièmement, de fournir des directives et des instructions spécifiques avec des activités hebdomadaires pouvant être incluses dans le projet final. Et à chaque année, je modifie de plus en plus les directives, ce qu'il faut inclure dans le portfolio numérique. Et la raison pour laquelle je modifie ceci à chaque année, c'est par rapport aux évaluations que je reçois de mes étudiants, au retour aussi qu'ils me donnent par rapport à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui était clair, ce qui n'était pas aussi clair. Alors, l'idée, c'est qu'il y a toujours du travail à faire là-dessus, mais ça devient de plus en plus facile pour moi et pour eux de vraiment voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce projet. Utiliser des mesures et des évaluations progressives pour fournir des retours formatifs et sommatifs. Alors, l'idée vraiment, c'est à la fin du trimestre, ils vont soumettre le portfolio, ils vont recevoir une note sur ce portfolio, mais tout au long du trimestre, je les invite à partager leurs liens, à me montrer ce qu'ils ont, à s'assurer que ça fonctionne pour le portfolio numérique et vraiment du côté plus formatif. Alors, les aider à vraiment préparer ce projet tout au long du trimestre. Comme ça, ils arrivent à la fin, ils ont vraiment un projet qui a été conçu, qui est individuellement fait aussi. Alors, chaque personne vraiment nous montre le travail qu'ils ont fait tout au long du trimestre et chaque page est vraiment différente des autres. Alors, c'est ça qui est vraiment unique avec ce projet, c'est de revoir ce qu'ils ont fait tout au long du trimestre, mais aussi de voir aussi la flexibilité de ce qu'ils ont mis dans leur portfolio. Et finalement, l'idée, c'est de les aider à fixer des objectifs avec des échéances spécifiques
pour s'assurer bien sûr que le projet soit terminé à temps. Une des choses que je leur demande de faire est de soumettre une copie du lien mi-session afin qu'ils puissent être tenus responsables de la préparation du portfolio plutôt que de le laisser jusqu'à la fin du trimestre. Ce projet nécessite beaucoup de travail à accomplir sur une base hebdomadaire plutôt que de le faire à la fin. Alors, la réflexion en temps réel est également importante pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur les stratégies qu'ils ont utilisées pour une certaine activité et les comparer à la façon dont elles peuvent ou non fonctionner avec une autre activité. Avant d'examiner le format et le contenu requis pour les portfolios, j'aimerais fournir un bref aperçu du concept de l'échafaudage ou de l'étayage et de son importance dans l'apprentissage des langues secondes. Alors, dans la construction elle-même, quand on parle d'échafaudage, d'étayage, on parle des plateformes à différentes hauteurs, comme on peut le voir sur l'image. Alors, l'idée ici, c'est penser à un système de soutien ou une structure assimilée à un système d'échafaudage. Mais que peut-on dire pour échafaudage éducatif? Alors, l'idée est de pouvoir fournir un soutien continu en décomposant les concepts en plusieurs petites tâches. Alors, l'idée encore de formuler ce portfolio à chaque semaine, de faire une activité à la fois ou plusieurs activités et de commencer à vraiment construire ce portfolio. C'est aussi l'opportunité de démontrer comment accomplir une tâche est possible en utilisant les connaissances préalables de l'apprenant. Et finalement, de les aider à maîtriser de nouveaux concepts et à améliorer leurs compétences linguistiques afin de devenir des apprenants plus autonomes. Alors, au début, on fait des activités en classe, ils peuvent ajouter ces activités au portfolio, mais au fur et à mesure qu'on développe ce cours, qu'on se connaît de plus en plus, que j'incorpore plus d'activités optionnelles, c'est vraiment à eux d'avoir cette liberté de faire ce qu'ils veulent, de voir qu'est-ce qui fonctionne en termes d'activités, surtout des activités hors classe qui pourraient vraiment les aider avec leur parcours langagier. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'utilise cette approche. Alors, notre rôle en tant qu'enseignant-enseignant, c'est vraiment, premièrement, celui d'un médiateur ou d'une médiatrice. Alors, d'être toujours disponible pour des retours et des conseils. Oui, il y a aussi des défis là-dessus. Et les aider à confronter des défis. Alors, par exemple, s'ils n'arrivent pas à compléter une certaine activité, c'est pas la fin du monde. S'ils ont des difficultés avec l'activité, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour modifier l'activité pour que ce soit plus possible selon leurs compétences de la langue. On peut aussi offrir diverses modalités et types de soumission. Alors, les activités peuvent être faites individuellement, en binôme ou en groupe, surtout lorsqu'on revoit les évaluations. Et la raison pour laquelle c'est vraiment pour s'adapter aux différents apprenants qui se trouvent dans la salle de classe. L'idée aussi, c'est de fournir du matériel en langue seconde qui s'aligne avec les objectifs d'apprentissage. Et finalement, de démontrer que les devoirs à faible enjeu, les activités de classe et celles qu'ils décident d'entreprendre dans la communauté peuvent être combinées et illustrées dans leur portfolio. Alors, d'après Rivera 2010, les enseignants qui fournissent une instruction de haute qualité en utilisant l'échafaudage tendent à améliorer la capacité des apprenants à acquérir des compétences linguistiques telles que le discours. De plus, Walke 2006 mentionne que si le soutien a été fourni et que l'étudiant est suffisamment compétent pour prendre en charge son propre apprentissage, l'enseignant peut progressivement se retirer. Alors, le plan est de leur montrer quelques activités à ajouter au portfolio et puis de les laisser vraiment choisir les activités qu'ils veulent réaliser, les ajouter au portfolio et réfléchir à ces activités. En tant que futur enseignant et enseignante,
ils devront déterminer quelle activité fonctionne le mieux pour leurs élèves et documenter leurs leçons, leurs activités, leurs exercices pour leurs évaluations de performance. Alors, l'idée, c'est vraiment de leur montrer une façon de le faire dès maintenant. Alors, passons maintenant au cours lui-même et puis une explication. Alors, le cours FSL 226 est un cours de stratégie d'apprentissage qui intéresse principalement les futurs enseignants et celles et ceux qui veulent vraiment améliorer leurs compétences en français. Je voulais savoir ce que mes étudiants pouvaient accomplir en un trimestre en proposant la soumission d'un portfolio numérique. Alors, chaque semaine, 1 heure est consacrée à la préparation et à la soumission informelle des activités du portfolio. Ces ateliers pratiques leur donnent l'occasion de créer chaque partie du portfolio, que ce soit relié à l'écoute, à l'écrit, à la lecture ou même à la production orale. Le portfolio numérique à soumettre individuellement comprend plusieurs activités formatives avant l'évaluation sommative finale. Alors, chaque étape de cette évaluation progressive est essentielle, en particulier la revue du portfolio mi-session. C'est à ce moment-là qu'ils devraient soumettre le lien du brouillon pour recevoir des retours formatifs. De cette manière, j'avais accès aux liens de chaque apprenant afin de pouvoir les soutenir pour le reste du trimestre et ils pouvaient toujours me contacter pour des séances de consultation privée. Les retours formatifs sont repartis sur l'ensemble du travail plutôt qu'à la fin d'un projet et se concentrent sur la manière dont l'étudiant peut s'améliorer. Pour l'évaluation sommative, une grille d'évaluation est utilisée pour noter leur portfolio numérique et ça comprend aussi la présentation qu'ils font dans la salle de classe juste avant la soumission finale du portfolio. Alors, pendant les 3-4 dernières années, je viens tout juste de terminer le cours à l'automne. J'ai vraiment modifié les choses. J'ai pas fait beaucoup de modifications, mais il y avait toujours quelques petites modifications par rapport aux besoins et aux commentaires que j'ai reçus de mes étudiants. Alors, en 2021, je vous montre ici un peu le format du portfolio. On verra quelques exemples ensuite. Mais pour le format, c'était de commencer avant tout avec une page d'accueil et on utilisait la fonction ePortfolios de Quarkus. Alors, la page d'accueil ici avait un paragraphe écrit pour se présenter. L'étudiant montrait leur profil d'apprenant et il partageait un travail qu'on faisait pendant la 3e et 4e semaine du cours où ils devaient préparer un tableau d'humeur sur leur style d'apprentissage, les stratégies d'apprentissage qu'ils utilisent et d'autres éléments qui nous montrent leur individualité. Ensuite, la 2e page et la 3e, on avait une séparation. Ils ont l'option jusqu'à présent aussi de faire cette séparation. Alors, pour 2021, ils devaient ajouter pour la compréhension écrite une activité pratique du cours qu'on faisait la 6e semaine avec une réflexion. Et pour la compréhension auditive, c'était une activité qu'on faisait pour la 8e semaine avec une réflexion. Pour la production écrite, puisqu'on faisait des activités à chaque semaine, je leur demandais de faire ici une activité qui était centrée sur ce qu'on faisait pendant la première moitié, une autre activité basée sur ce qu'on a fait pendant la 2e moitié et une réflexion qui compare un peu les 2 activités. Et puis pour la production orale, c'était vraiment une activité individuellement soumise avec une réflexion. J'ajoute toujours aussi l'option de compléter ce que j'appelle un formulaire de consentement, mais c'est vraiment d'ajouter une ligne à la fin de leur portfolio pour me donner leur consentement afin de pouvoir partager les exemples que vous allez voir aujourd'hui. En 2022, j'avais plus d'étudiants, ce qui est bien. Alors, vous voyez un peu ici le changement chaque autre année. Pour la 2e année, ici, il y avait juste quelques petits changements
Alors, par exemple, pour la page d'accueil, ils avaient l'option ici de faire une vidéo de présentation, pas seulement un paragraphe écrit. Pour la compréhension, que ce soit écrite ou auditive, c'était vraiment à eux de choisir n'importe quelle activité. Alors, au lieu de les limiter à une activité en classe, c'est là où j'ai commencé à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment motiver le travail en dehors de la salle de classe. Alors, c'était à eux de choisir une activité, soit celle qu'on a complétée ensemble, soit de faire quelque chose, par exemple, de participer. Vous verrez aussi avec Ciné Franco, de voir un film, d'avoir une discussion par rapport à ce film, ainsi de suite. Pour la production écrite, c'était la même idée, alors d'avoir une activité qui a été complétée au début du trimestre, deuxième ensuite, mais vraiment d'avoir une réflexion qui soulève la progression qu'ils remarquent, qui soulève aussi les stratégies qu'ils ont utilisées d'une activité à l'autre. Et pour la production orale, c'était d'ajouter non seulement un enregistrement individuel, mais aussi une interaction. Alors, vraiment d'avoir une interaction, de faire une activité où ils collaborent avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui suit le cours ou non. Dans la plupart des cas, je dirais même cette année, j'en avais plusieurs qui ont fait une discussion avec un parent ou un ami en dehors de la salle de classe. Alors, c'était vraiment intéressant de voir le travail qu'ils ont complété. Vers 2023, cette année, j'étais encore plus flexible pour permettre aux étudiants d'utiliser tout événement, activité matérielle qu'ils estiment pouvoir fournir des preuves de leur parcours d'apprentissage linguistique. Alors ici, pardon, donc ici, par rapport à la page d'accueil, ils avaient l'option de mettre de plus en plus d'informations et d'exemples pour vraiment nous montrer leur individualité. Pour la section de compréhension et production, encore une fois, dépendant du site qu'ils utilisaient, on utilisait au passé ePortfolios, mais surtout en 2023, on a commencé à se pencher vers Google Sites. La raison pour laquelle il y avait assez de limites avec ePortfolios, la fonction ePortfolios de Quarkus. Alors, je voulais vraiment leur donner un peu plus de flexibilité, d'utiliser un site pour lequel il y a accès et plus de flexibilité pour les liens, pour le téléchargement de documents et de vidéos, ainsi de suite. Puis finalement, cette année, le format était le même que celui de 2023. Vous aurez l'occasion de voir quelques exemples des portfolios numériques, y compris cette année, une conversation menée avec la version gratuite de ChatGPT. Alors, cette année, vraiment, tout le monde a utilisé Google Sites. J'ai une étudiante qui a utilisé Notion. Alors, voyons maintenant quelques exemples pour vraiment vous montrer visuellement qu'est-ce qu'ils ont pu accomplir dans ce cours. Alors, les exemples viennent spécifiquement d'étudiants qui m'ont donné leur consentement. À la fin de chaque portfolio, tel que j'ai mentionné, je leur demande d'indiquer la phrase suivante, je donne ou non la permission à la professeure Bello d'utiliser ce portfolio comme exemple dans tout contexte pédagogique. Et de cette façon, je peux partager avec vous et d'autres le travail de mes étudiants sans avoir à les contacter chaque année. Alors, commençons ici avec un des premiers exemples que nous avons de 2021 pour démontrer le format de la page d'accueil sur Quarkus ePortfolios. Et comme vous pouvez le voir, l'étudiante a inclus une photo ainsi qu'un court paragraphe pour que nous puissions mieux la connaître. Et vous verrez sur la prochaine diapo quelques tableaux d'humeur. Alors, tel que j'ai mentionné, c'est une activité qu'on fait au début de chaque trimestre pour démontrer ses styles d'apprentissage, les stratégies qu'on utilise pour apprendre une langue seconde, ainsi que d'autres éléments pour mieux se connaître. Dans cet exemple, elle a choisi de le faire sous forme de vidéo plutôt qu'une affiche. Comme mentionné, les étudiants se tournent lentement vers Google Sites à cause des problèmes de limite de téléchargement de Quarkus. Alors, voici une variété d'exemples des tableaux d'humeur.
C'est vraiment incroyable de voir comment ils s'expriment leur individualité dans une activité si simple, mais efficace. Et c'est une activité qui les amène à se connecter les uns aux autres et à commencer à réfléchir à la manière d'intégrer leurs intérêts dans les activités qu'ils réaliseront tout au long du trimestre, que ce soit en classe ou à l'extérieur de la salle de classe. Certains se sont concentrés davantage sur la musique. D'autres, comme celui que vous voyez en haut au milieu, ont été faits à la main par une étudiante très douée qui voulait montrer son talent et toutes les stratégies qu'elle utilise pour apprendre le français. D'autres se sont simplement amusés et ont ajouté divers outils, applications, images qui illustrent comment ils apprennent le français. Notez que les étudiants devaient également soumettre une liste de ressources et bien sûr créditer les images que vous voyez dans leur tableau d'images. Voici quelques pages d'accueil au fil des ans qui démontrent l'unicité des étudiants, de la présentation d'eux-mêmes à la réalisation d'activités facultatives comme le Myers-Briggs Type Indicator, en utilisant ici différentes méthodes, différentes informations qui est utile pour nous. Le troisième exemple ici, on a la présentation ici où quelqu'un voulait vraiment nous montrer dès le départ le format qu'ils utilisent pour étudier et prendre des notes pour leurs cours. De plus, certains ont voulu partager leur intérêt pour les voyages ou même la musique française qu'ils écoutent. Alors, l'idée est de vraiment montrer son individualité dès le départ et de ne pas avoir peur de partager ce qu'on fait pour apprendre le français comme langue seconde. Le plus petit pas et la pratique quotidienne peuvent être gratifiants parce que l'apprentissage ne peut pas se faire uniquement en classe. Ça nécessite de dépasser cet environnement et de chercher de l'aide, de la collaboration, des expériences que la classe ne peut pas toujours offrir ou accueillir. Voyons quelques activités spécifiques qui ont été réalisées en classe ou en dehors de la classe. Ce premier exemple est celui où les étudiants ont été invités à écouter une histoire et à imaginer une fin créative. Comme beaucoup rencontrent des difficultés avec l'écriture, c'est important pour moi qu'ils travaillent en petite équipe pour certaines activités, pour apprendre les uns des autres, échanger des idées et finalement créer une belle histoire. Pour vous donner une idée de l'histoire avant que je ne lise la fin, il s'agissait de quelques amis qui sont allés faire du camping dans les bois. Un soir, ils entendent un bruit et ont peur de ce que cela pouvait être, certains pensant que c'était l'un de leurs camarades qui faisait une blague. Les étudiants devaient nous dire ce qu'ils pensaient qu'il s'était passé ensuite. Alors, ici, par accident, la lampe de poche éclaire la forêt encore. Devant eux, il y a un sanglier. Le sanglier crie « Ah !» Le sanglier n'a pas peur de la lumière. Il l'adore. Il les mange. Il va nous tuer. Il les tue. Tout le monde est mort. La fin. Alors vraiment, c'est l'occasion pour eux de partager leur créativité et on revoit tous les exemples ensemble à la fin du cours et ensuite on fait un petit vote pour s'amuser, pour voir quelle était l'histoire la plus captivante. Et pour cette année-là, c'était celle-ci qui avait remporté la compétition dans la salle de classe. La première année où j'ai proposé cette activité, les étudiants avaient aussi la possibilité de manquer le cours pour assister à une grève mondiale pour le climat qui se déroulait près du campus. J'ai invité les étudiants à travailler ensemble, encore une fois, en petite équipe, pour créer un slogan et l'utiliser pour la démonstration. Alors, voici un exemple. Alors, ici, l'activité en classe consistait à apprendre sur le changement climatique. On a appris aussi qui était Greta Thunberg et le slogan s'inspirait d'autres slogans partagés en exemple. Alors ici, avant de se rendre à la démonstration,
Ils ont également fourni quelques étapes nécessaires pour en planifier une et ils devaient justifier le slogan choisi. Alors, chauffer mon pain au chocolat, sauver la planète. Et j'ai trouvé celui-ci vraiment créatif et pertinent. Une année, j'ai eu la chance aussi d'avoir une étudiante qui a choisi de réaliser l'activité suivante, qui pouvait être soumise à un concours organisé par le Centre de la francophonie des Amériques, où les candidats devaient préparer une bande dessinée. Elle a en fait soumis cela sur son portfolio sous forme de présentation orale, mais c'était tellement bien préparé que je devais le partager. C'est vraiment le type d'activité où les étudiants peuvent utiliser leur amour de l'art et leurs intérêts au-delà de ce que nous faisons en classe et participer à divers événements en dehors de la classe. Il y a quelques années, j'avais aussi une étudiante en échange international qui a choisi de suivre ce cours. Elle venait de l'Ukraine et il ne lui restait qu'un trimestre dans notre établissement. Alors, il était important pour elle non seulement d'assister au cours, mais aussi de faire tout ce qu'elle pouvait pour rencontrer d'autres personnes. Chaque année, l'un des événements que je promeus est Ciné Franco. Je trouve que les étudiants sont vraiment attirés par cette option parce que de nombreux films sont gratuits. Et j'essaie vraiment de promouvoir des activités qui ne leur coûteraient pas vraiment de l'argent ou trop d'argent. Et cette étudiante est allée voir Rosie avec notre syndicat étudiant et elle a apprécié vraiment de rencontrer ses camarades en dehors de notre classe. Elle a utilisé cela non seulement comme une activité de compréhension orale, mais elle a également échangé avec ses pairs et a parlé de l'importance d'échanger des pensées et des idées et de réfléchir à ce qu'elle avait regardé pour pratiquer davantage sa production orale et sa compréhension. Donc ici, vraiment, c'est un bref résumé de sa réflexion qu'elle avait soumis pour cette activité. Cet exemple est assez explicite. Chaque année, les étudiants ont la possibilité soit d'écrire sur leur plat ou dessert préféré, soit plus intriguant de démontrer comment cuisiner ou préparer quelque chose de leur choix. Alors, regardons un court extrait ensemble pour montrer à quel point les étudiants peuvent être créatifs en promouvant leur amour de la cuisine ou de la pâtisserie. Sont tous nos ingrédients. On a une tasse de farine, on a 3 quarts de crème, on a une demi-tasse de la poudre, une demi-tasse à soupe pour la poudre à pâte magique, une demi-tasse à thé pour le sel. Ok, d'accord. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients, prends une bol et on va mélanger tous nos ingrédients secs. Je vais le mettre dans le fond. Au revoir petit pain, on va vous revoir dans 8 à 12 minutes. Et maintenant, notre produit final. À bientôt! Encore une fois, c'était vraiment juste de vous montrer très, très brièvement un des exemples. Et vraiment, c'est, je dirais, la partie de l'évaluation qui m'intéresse le plus lorsque mes étudiants font quelque chose si créatif. Enfin, l'une de mes étudiantes, à l'automne 2024, voulait vraiment participer à toutes les activités parascolaires et plus encore. Alors, elle a choisi de faire plusieurs activités. Alors, par exemple, elle a assisté à une exposition intitulée Martine Côté, de neige et d'eau, afin d'en apprendre davantage sur l'art, tout en échangeant ses pensées en français. Elle a aussi regardé un film intitulé Ernest et Célestine, promu par l'Alliance française, et en a discuté avec ses pairs. Elle a aussi assisté à la Nuit blanche que 2 d'entre nous, alors moi et ma collègue, on a organisé cette année l'opportunité de participer à la Nuit blanche avec nous.
Une remarque que j'ai reçue des années précédentes était que les étudiants se sentaient plus à l'aise d'y participer avec des professeurs. Alors, j'oublie parfois que ces étudiants sont âgés d'une vingtaine d'années. Alors, cette année, nous avons eu 5 étudiants qui ont assisté. Généralement, j'ai qu'une personne par année qui assiste et qui mentionne ceci dans leur portfolio. Je peux vous dire que nous nous sommes bien amusés, y compris une courte bataille de chant où nous avons choisi la chanson Alouette. Et finalement, en se concentrant plus spécifiquement sur 2023-2024, les étudiants ont eu l'opportunité soit de converser avec ChatGPT et de comparer cela à une conversation avec un être humain, soit de dialoguer avec ChatGPT en utilisant l'application, dont la version gratuite à ce temps-là était limitée à environ 15 minutes. Alors, comme les activités ne devraient durer que 5 minutes environ, il était assez facile pour les étudiants de considérer ce type d'activité. Alors, ici, voyons pour la réflexion sur la conversation, l'étudiante mentionne « Je continuerai à utiliser ChatGPT pour des informations factuelles, mais je ne lui fais pas confiance pour les informations émotionnelles et personnelles. Je pense qu'il manque les caractéristiques de personnalité qu'un véritable humain aurait. Je continuerai à étudier mon environnement et à utiliser des informations réelles pour accéder à mon environnement. » Pour l'exemple du dialogue, je vais vous faire écouter juste une petite partie aussi pour voir comment est-ce que ça s'est déroulé. Je voudrais discuter si les données que j'ai trouvées est fiable ou non. C'est essentiel de vérifier la fiabilité des données. Tu as des sources en tête que tu aimerais examiner ensemble? Non, pas spécifiquement, mais j'ai trouvé un site gouvernemental. Alors ici, encore une fois, juste pour revoir un peu cette réflexion, je crois que l'IA parle plus lentement qu'une personne française. Et puis, les vocabulaires sont plus formels. Si c'était mon ami avec moi qui parlait, nous utiliserons le registre familier. En outre, que je parlais avec mon ami, elle attend s'il y avait une chose que je ne sais pas le dire. Mais avec ChatGPT, il avait pensé que je veux terminer la conversation si j'ai utilisé trop de temps pour penser. Alors, ce qui était vraiment intéressant, surtout cette année, vers la fin du trimestre, la plupart des étudiants avaient testé ChatGPT pour la voix et ou le chat. Et tel qu'on a vu dans cet exemple ici et cette réflexion, les étudiants ont vraiment mentionné et souligné plusieurs défis et ont trouvé des bugs avec le système. Ils étaient de vrais critiques, surtout l'option vocale. Alors, c'était un excellent exercice pour les étudiants pour qu'ils puissent vraiment apprendre de première main que l'utilisation de ces outils peut ne pas être aussi facile ou utile qu'il n'y paraît, mais qu'il y a la possibilité de les utiliser pour travailler sur la langue seconde. Alors, pour terminer, passons vers quelques avantages et défis. Alors, du côté des avantages, essentiellement, l'apprenant devient plus indépendant en prenant ce qu'il a appris en classe, en l'appliquant pour bénéficier de son parcours d'apprentissage de la langue et en gardant un souvenir de ses progrès pour une utilisation future. Malgré les avantages, on reconnaît qu'il y a des limitations et des problèmes technologiques qui se présentent. Pour l'enseignante, c'est beaucoup de temps et d'efforts nécessaires pour fournir des commentaires et évaluer le projet final. C'est faisable avec une vingtaine, peut-être pas avec une cinquantaine d'étudiants. Et pour les étudiants, jusqu'à présent aussi, parfois il y a cette incertitude quant au matériel à inclure et la procrastination. Alors, même si je leur demande de soumettre le lien mi-session qui vaut très peu de points,
Il y en a certains qui ne le font pas. Alors, parfois, je vois que le travail a été fait vraiment à la dernière minute, mais dans très peu d'instances. Alors, généralement, ils font le travail, ils progressent assez lentement tout au long du trimestre pour vraiment formuler quelque chose valable à la fin du trimestre. Il y a quelques implications aussi pour l'enseignement et l'apprentissage des langues secondes qu'il faut garder en tête. Alors, une approche centrée sur l'étudiant peut motiver les étudiants à prendre en charge leur expérience d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Il faut fournir aussi un encouragement continu, un soutien et une bonne instruction pour un apprentissage indépendant et autonome de la langue. Le soutien pédagogique peut conduire à de meilleures notes, surtout avec des retours formatifs, en permettant aux étudiants d'appliquer les connaissances acquises et les compétences pertinentes aux évaluations de cours. Alors, quelques dernières réflexions. Les portfolios sont vraiment là pour motiver les apprenants à prendre en charge leur parcours d'apprentissage des langues dans l'enseignement supérieur grâce à l'auto-évaluation et au travail indépendant et autonome. Et c'est une façon pour eux d'intégrer les stratégies apprises dans leur vie tout en réfléchissant au processus en temps réel. Alors, les futurs candidats enseignants peuvent utiliser et modifier leur portfolio pour de futures opportunités d'emploi. En tant qu'instructeur-instructrice, on peut continuer à encourager, soutenir et guider l'autonomie des apprenants après leur cours. Et c'est vraiment ces retours continus qui permettent aux étudiants de suivre leur progrès et de bénéficier d'une attention individuelle, idéale bien sûr avec une petite classe. Alors, la prochaine étape, c'est que je suis en train d'enseigner en ce moment un cours plus avancé qui permet aux étudiants d'acquérir vraiment une expérience pratique grâce à l'apprentissage expérientiel dans une organisation qui promeut l'utilisation du français. Alors ici, le groupe cible d'étudiants, c'est celles et ceux intéressés par l'enseignement et ou qui souhaitent faire carrière dans le secteur de l'éducation sans savoir par où commencer. Alors, mon petit groupe de 10 de ce trimestre commenceront cette opportunité cette semaine et prépareront un portfolio numérique similaire pour présenter les projets qu'ils ont réalisés dans une organisation partenaire. Alors, restez à l'écoute pour plus de détails sur ce cours intitulé « Enseigner le français comme langue seconde ». Alors, je tiens à remercier avant tout mes étudiants pour leur participation et leur engagement pendant les 4 dernières années. Je remercie celles et ceux qui ont organisé cet événement, ainsi que l'équipe informatique et les traducteurs. Enfin et surtout, je vous remercie d'avoir assisté en ligne. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Sophia, d'être venue aujourd'hui pour cette belle présentation. Merci. Avec grand plaisir. Et je vois qu'on a des questions dans le clavardage. Donc, je vais commencer par la première. Est-ce que vos stratégies pourraient être adaptées pour les élèves secondaires, s'il vous plaît? Oui, certainement. La plupart de ces activités, je crois, sont possibles. Je dirais peut-être pas au niveau primaire, peut-être, disons, commençant vers 7e, 8e année, on pourrait proposer certaines activités qu'on fait ensemble. Mais je crois que ça vaut la peine de commencer dès la secondaire. Les portfolios, pour moi, c'est un des projets que j'aime corriger parce qu'ils sont vraiment uniques. Bien sûr, on n'a pas le temps de discuter l'évaluation, la rubrique que je propose pour ce travail. Je peux toujours en discuter davantage si les gens veulent me contacter là-dessus. Mais ça nous donne vraiment beaucoup de flexibilité. Et pour les étudiants, ça leur donne quelque chose à partager à la fin, non seulement avec l'enseignante, mais avec les parents, par exemple, avec leurs amis. Alors, de vraiment voir qu'est-ce qu'ils ont fait tout au long
d'une année entière, ça serait encore plus incroyable que 12 semaines. Alors oui, j'encouragerais certainement de faire ceci dès la secondaire. Excellent. Merci beaucoup, Sophia. Pendant que on attend d'autres questions, peut-être moi aussi, je vais poser une question. Euh, il y a un rapport auquel j'ai pensé pendant que tu parlais. C'est un rapport qui a été présenté par le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement. Je vais partager aussi le lien dans le clavardage, comme ça, tout le monde a accès cette ressource-là. Et ce qu'ils ont trouvé, c'était une statistique que je trouvais super intéressante. C'est que les apprenants qui ont été évalués statistiquement sont plus susceptibles de dire qu'ils avaient développé leurs compétences que ceux qui n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation. Donc, avec l'apprentissage expérientiel, euh, il y a cette façon aussi d'auto-évaluation que les étudiants font pendant cette processus itératif. Je me demande si euh, tu as remarqué cet impact-là. Les apprenants sont évalués, sont auto-évalués aussi. Est-ce qu'ils sont plus confiants dans leurs compétences aussi après cette expérience? Certainement. J'ai parfois des étudiants qui viennent me voir après le cours parce qu'ils ne suivent pas nécessairement, ils suivent peut-être un cours de langue par année, parfois ils font un cours et puis ils attendent tout l'été, ils ne font pas de cours. Mais c'est intéressant de voir celles et ceux qui ont suivi ce cours jusqu'à présent. Ils utilisent les ressources que je leur donne et je vois vraiment ce changement, ce progrès. Si je pouvais offrir ce cours à tout le monde, je le ferais. Parce que vraiment, c'est beaucoup de travail, mais Mm, l'idée, c'est, ils vont, je crois, éventuellement se rendre compte qu'il y a une raison pour laquelle c'est bénéfice pour eux. C'est pas pour moi. Pour moi, mm, c'est intéressant de voir le travail, mais l'idée, c'est vraiment de les mener à un certain point. Ils peuvent voir la valeur de faire ces activités, de devenir ouais, autonomes. Et je garde toujours en tête l'idée que la plupart veulent devenir des enseignants. Alors, si ouais, vous pouvez apprendre qu'est-ce qui fonctionne pour vous, vous mettre à la place des apprenants, vos futurs apprenants, vous pouvez ouais. voir quelles sont différentes choses qui fonctionnent pour certains qui ne fonctionnent pas nécessairement pour tout le monde. Oui, exactement. Merci beaucoup. Oui, on me parle je pense, de plus en plus sur la neurodiversité, Mhm. les différentes formes d'apprentissage. Donc, impeccable. Merci beaucoup. Bien Je sûr. vois excuse-moi. Je vois qu'il y a une autre question dans le clavardage. Est-ce que les commentaires formatifs à mi-chemin et l'évaluation finale portent sur les résultats d'apprentissage visés liés à la langue ou à la création du portfolio en soi? C'est les deux. Je dirais, mi-chemin, c'est plutôt vraiment c'est vraiment du côté où c'est complet ou incomplet par rapport à montrez-moi qu'est-ce que vous avez en termes de brouillon. Alors, même si la réflexion n'est pas terminée, faites une réflexion sur la première activité écrite. Montrez-moi aussi que vous avez pu concevoir un site pour l'instant et je fais aussi un atelier pour leur montrer comment développer le site. Ils ont des sources aussi. Leur idée aussi, surtout s'ils n'ont jamais utilisé, par exemple, Google Sites, de vraiment pouvoir le faire vers la 5e semaine du trimestre plutôt que d'attendre jusqu'à la fin. Alors, au moins, je dirais mi-session, c'est vraiment juste de me montrer qu'ils ont pu télécharger quelque chose sur le site, que les liens fonctionnent, que les sources sont déjà présentes aussi. Alors, une page, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a toujours une page avec les références, les sources, vraiment de créditer qu'est-ce qu'ils utilisent. Vers la fin du trimestre, la note est vraiment centrée sur les deux. Il y a vraiment, je mets de l'emphase sur la créativité du portfolio. Et puis, du côté des activités, c'est pas nécessairement l'activité. Alors, par exemple, s'ils ont fait une activité sur la compréhension de l'écoute, c'est pas l'activité elle-même qui est évaluée, c'est la réflexion. Alors, c'est les réflexions et, disons, le montage du portfolio qui est évalué pour ce travail. Et c'est la raison pour laquelle ils ont cette flexibilité. Parce que si quelqu'un a mis une certaine activité, pourquoi les juger s'ils ont choisi cette activité?
c'est vraiment quelle est cette réflexion qu'ils ont fait par rapport à cette activité. Alors, pour moi, c'est les deux. Donc, la créativité du portfolio et le côté des réflexions critiques pour chaque activité. Excellent. Merci beaucoup, Sophia. Pendant qu'on attend peut-être une dernière question, je vais faire juste deux petites annonces, si je peux me permettre. Excellent, parfait. Euh, le premier annonce, c'est que si vous aimeriez avoir plusieurs nouvelles et Campus Ontario sur tout ce qui concerne les affaires francophones, mais plus particulièrement aussi, on parle beaucoup dans cette infolette sur l'apprentissage intégré au travail, l'apprentissage expérientiel et notre programme CAPFO qui est dédié pour soutenir les efforts dans l'apprentissage expérientiel en Ontario en français. Vous pouvez vous inscrire soit en scannant ces codes QR et sous peu, vous allez avoir aussi le lien dans le clavardage aussi. Donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous contacter à fr@campusontario. Et le deuxième annonce, c'est que si vous n'êtes pas inscrit encore pour notre forum franco-ontarien en présentiel, vous pouvez scanner le premier code QR pour vous inscrire aujourd'hui. On va fermer les portes, je pense, environ vers 17h. 17h, oui. Donc, vous avez encore la chance de vous inscrire et d'assister à un panel sur l'apprentissage expérientiel aussi. Parmi les panélistes, on aura Sophia Bello là-bas aussi. Et deuxièmement, ce sondage est dédié seulement pour la pré-conférence du Forum franco-ontarien. Donc, vous pouvez soit scanner ce code QR, il va avoir aussi dans le clavardage le lien sous peu, et vous pouvez gagner une carte cadeau à 50 $. Et ça, c'est justement pour les participants d'aujourd'hui dans notre journée pré-conférence. Puis, je vais juste garder brièvement pour voir s'il y a d'autres questions. Je pense qu'il nous reste une minute. Ah, on est à 11 heures, mais on a juste une autre question. Sophia, oui, tu es d'accord, parfait. Pouvez-vous placer... Ah non, mais excusez-moi, c'était par rapport au lien, désolé. Je vais juste garder... OK. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Désolé, mais sinon, je peux te poser une dernière question. J'avais trois. Excellent, parfait. Je vais remplacer la question avec la mienne. Y a-t-il davantage que tu n'as pas prévu d'avoir? Donc, on se lance dans cette expérience-là avec les étudiants, puis on a prévu qu'il va y avoir tel avantage pour eux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui était dévoilé après l'expérience pour toi? Je dirais pour moi, surtout cette année, ce qui m'a surpris, c'est pas vraiment, bien sûr, du côté où je m'attendais à ceci, mais lorsque j'ai mentionné l'usage de ChatGPT, j'étais vraiment surpris combien de personnes ont choisi de faire cette activité optionnelle parce à chaque semaine, je leur donne des activités, mais la plupart ont voulu le faire et puis c'était vraiment si j'avais des représentants de ChatGPT, ils auraient été frustrés, mais d'une bonne manière parce que ils ont vu oui, il y a de la valeur à utiliser ces outils, surtout du côté autonome et puis indépendant Ouais. du cours. Mais il y avait tellement de commentaires. Voici ce qu'on ferait différemment si on pouvait le faire. Et ça m'a vraiment surpris. Alors, l'année prochaine, j'espère ajouter d'autres outils pour vraiment peut-être avoir cette comparaison, de voir qu'est-ce qui fonctionne, Ouais. qu'est-ce qui ne fonctionne pas, parce que ça revient à eux de tester. Et même pour nous, mais aux étudiants de vraiment tester ces outils, de voir quels sont les avantages, mais aussi les défis qui se présentent. Alors ça m'a vraiment, ça m'a surpris, mais j'étais vraiment contente de voir qu'ils ont essayé de les utiliser. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup encore, Sophia. Ça fait un grand plaisir. Merci. Merci tout le monde. Je dois vous quitter pour enseigner, mais bonne journée à tout le monde et on se verra la semaine prochaine. Excellent, parfait. Puis on se revoit à 11h15, donc pendant 12 minutes. Merci beaucoup tout le monde. Merci encore, Sophia. Au Bonne revoir. journée.